Mon invité a écrit un essai qui propose une réflexion sur plusieurs avenues qui auraient dû être explorées, car d'un point de vue sociétal, elles sont incontournables. L'impulsion à l'origine de la culture hip-hop ayant été donnée entre autres par Cindy Campbell, alias Pep74 à New York, le fait que l'un des premiers rappeurs québécois soit une rappeuse, que l'un des premiers disques de rap français soit l'œuvre d'une femme, et qu'à la fin des années 80 et au début des années 90, le rap américain, tout juste à ses débuts, a été porté par des figures comme Yo-Yo, MC Lyte, Money Love ou encore Queen Latifah, et que ces dernières années, aux États-Unis, les femmes aient souvent fait plus de bruit que les hommes, rendent la légitimité de cet essai évidente dans le débat actuel. Combien d'hommes le liront ? Trouvera-t-il sa place auprès des médias et des différents podcasts sur la culture hip-hop, ou sera-t-il balayé d'un revers de la main ? Mon invité est entré dans mon radar, je ne sais plus exactement comment, mais il y a quelque temps, j'ai découvert qu'elle avait écrit un livre traitant du rap, issu d'un mémoire de maîtrise publié en décembre 2021. Le livre, quant à lui, est paru en 2024 aux éditions Somme Toute. Comme toute bonne recherche universitaire, ce travail était forcément ciblé avec une problématique claire. Mais cela a probablement poussé notre autrice à se dire « ben là, je ne peux pas m'en tenir juste à ce mémoire de maîtrise. Il faut que j'élargisse mon spectre, sinon je garderai toujours ce questionnement dans ma tête. » Et j'ai écrit un mémoire, fait que je sais qu'on reste toujours avec un petit goût de « sans jamais vraiment y répondre. » Après tout, depuis le milieu des années 80, le rap traîne une mauvaise réputation. Depuis le premier album du groupe Two Live Crew, le ton est donné, je vous laisse le plaisir d'aller écrire ça sur Google et de voir les pochettes d'albums de ce groupe-là. Les Reines de la Ville, essai sur le féminisme et l'amour du rap de Zenaïd Berg, explore le paradoxe entre féminisme et passion pour le rap. À travers une enquête sociologique auprès d'amatrices de rap, l'autrice retrace brièvement l'histoire des femmes dans le rap québécois avant de montrer comment ce genre musical devient, pour elle, un outil d'empowerment, d'expression émotionnelle, de socialisation et de critique des rapports de pouvoir liés au genre, à la race et à la classe. Nous allons donc naviguer dans les eaux troubles de la culture hip-hop et plus précisément dans les syntaxes survoltées du rap avec mon invité Zenaïd Berg, autrice de Les Reines de la Ville, essai sur le féminisme et le rap. Et comme je le dis souvent, Zenaïd est dans le vent. Comment ça va ? Ça va bien et toi? Merci ça de me va recevoir. Bien. Merci d'accepter. Donc, comme je disais, t'es tombé dans mon radar, je ne sais plus comment, en fait. Ouais. Je ne sais plus comment j'ai... Est-ce que c'est l'article de la presse? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés par là. C'est peut-être ça, ou c'est peut-être je faisais des recherches sur les femmes et le rap, et je suis tombé là-dessus. Donc, déjà, bravo pour ça. Merci. Je sais que ça doit être très compliqué à sortir, à trouver aussi une maison d'édition. Oui, c'est tout un processus. C'est tout un processus. Donc, support du Conseil des arts du Canada, de la SODEC et tout. Donc, vraiment, avant qu'on commence dans le podcast, entre le moment où tu l'as écrit, donc en fait, il était fini sur ton ordi, genre, et le moment où tu as pu le sortir, il y a eu combien de temps? Alors, en fait, il y a différents moments. Il y a le moment où moi, j'ai déposé mon mémoire de maîtrise, donc décembre 2021, tu l'as dit, je pense, tout à l'heure. Où là, effectivement, c'était un mémoire, donc c'était complètement académique. Le texte était beaucoup plus long aussi que la version essai. Ensuite, il s'est passé 6 mois où, en fait, j'ai été comme en pause entre ma maîtrise et mon doctorat. À ce moment-là, j'ai pas fait grand-chose d'académique. Je suis rentrée en France dans ma famille. Et en fait, c'est ça. Il y a eu comme un moment de pause. Après ça, il y a eu une période où j'ai contacté des maisons d'édition, mais avec une version en fait qui n'était pas retravaillée. Donc, j'ai un peu envoyé mon mémoire de maîtrise inchangé, ce qui n'a pas donné grand-chose évidemment, parce que c'était trop académique et pas assez vulgarisé. Donc, je dirais presque 1 an après le dépôt de mon mémoire de maîtrise, je me suis remise dans le manuscrit pour le retravailler. Et là, j'ai eu de l'aide quand même de certains de mes collègues qui m'ont comme un peu appuyée pour trouver un angle qui fait essai. Parce que, en fait, moi, j'explorais beaucoup le rapport des amatrices au rap, mais la question du féminisme faisait partie des enjeux que j'avais soulevés, mais il y avait plein d'autres enjeux. Mais là, il fallait qu'il y ait un angle précis pour l'essai. Qui arrive plus vite que dans ton mémoire. Oui, exactement. Et il y avait aussi des parties en fait, de mon mémoire qui ne fitaient pas là-dedans, donc, que j'ai exclues du manuscrit pour le publier grand public.
Ouais, je pense que j'ai retravaillé le texte. Après, ça a été assez rapide, la réponse de la maison d'édition. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai retravaillé, en fait, c'est un conseil d'un de mes collègues amis sociologues qui m'a dit, écoute, je pense que tu devrais parler de toi. Parce que là, tu parles du fait que toi aussi, t'écoutes du rap, etc. J'en parlais un peu dans ma méthodologie parce que ça a un biais. Le fait que c'est une musique que j'aime, ça peut être un biais dans la manière dont je l'analyse. Donc, c'était précisé, mais je parlais jamais de moi parce que j'avais la rigueur et la distance scientifique. Exactement. Et il m'a dit, je pense, en conclusion, pour envoyer aux maisons d'édition, retravaille un peu ça, parle de toi. Et donc, j'ai fait un espèce de 10 pages où j'explorais un peu mon rapport au rap. Et en fait, c'est ça qui a plu à Somme Toute. Ok. Donc, j'ai renvoyé une version un peu transformée. Enfin, j'ai envoyé à des maisons d'édition. Et je pense que ça a dû prendre, honnêtement, même pas 2 semaines. Waouh. Pour que Somme Toute me revienne en disant, on est vraiment intéressés. Ok. En fait, ils ont une collection qui est la collection Culture Vive, où j'ai publié, et qui parle vraiment de culture populaire. Donc, c'est beaucoup des gens du milieu universitaire, mais qui traduisent vraiment leur recherche grand public. Donc, ça fitait tellement dans la collection. Et c'est ça, Mégane, qui a travaillé avec moi sur le projet, elle a vraiment accroché. Et en fait, à partir de ce moment-là, je pense qu'il y a dû avoir 1 an et demi. Okay. Entre le moment où elle m'a dit « Ok, moi j'aime le manuscrit » et le moment où il a été publié. 1 an et demi où il y a eu tout un retravail, en fait. Chapitre par chapitre, on a transformé plein de choses. J'ai réécrit plein de choses. Les chapitres scientifiques étaient en fait... Trop scientifiques. Oui, c'était pas le vulgariser. Puis moi, j'ai écrit mon mémoire de maîtrise, j'étais quand même plus jeune, donc j'avais pas non plus aussi le... Tu sais, je comprenais bien les concepts que je mobilisais, mais de là à, tu sais, à pas du tout les citer, tu sais, qu'il n'y ait aucune citation des auteurs, mais qu'au contraire, je reprenne complètement dans mes mots tous les concepts. J'étais pas tout à fait rendue là, donc là, ça a été tout un retravail, c'est ça. Donc, une bonne année et demie, une fois que le manuscrit était sur la table. Je sais qu'il y avait presse universitaire ou presse du Québec ou quelque chose comme ça. Oui, les presses universitaires de certaines universités. Là, je sais que l'Université de Montréal, Québec... c'est ça. Eux, ils ont un... si jamais tu veux... Parce que, en fait, quand j'avais déposé mon mémoire, j'avais aussi envie de le mettre en livre parce qu'il était très court, il faisait 80 pages. Ouais. Et donc, je sais qu'ils avaient tout un papier, tout un guide de comment reformuler, revulgariser certaines choses trop scientifiques et trop techniques aussi, qui peuvent aider certaines personnes qui voudraient en faire un livre ou en faire un essai, en fait. Ah bah tu vois, ça aurait pu m'être utile. Tu n'es pas au courant? Mais non, j'étais pas au courant, mais Mégane, en fait, on a fait des allers-retours permanents, faisait des commentaires, dit ça, c'est pas clair, ça, faut que tu le reformules. Et tu sais, elle avait pas de connaissances particulières par rapport au rap. Donc, en fait, c'était très bien parce qu'en fait, elle avait le recul justement de choses qui étaient qui n'étaient pas assez claires, qui étaient de l'ordre de l'évidence pour moi, mais qui n'étaient peut-être pas explicitées comme ça. Donc, mais oui, pour la prochaine fois, ça peut être utile. Mais t'as pas lâché en tout cas. Non, j'ai pas lâché. J'ai beaucoup travaillé. Donc, c'est passé environ 2 ans, genre 1 an et demi, 2 ans. Facile. Excellent. Il est là, le petit bébé. Oui. Allez l'acheter, il est beau. Il est très beau. Genre, très beau dessin. Puis les reines de la ville, ça découle des princes de la ville ou pas Oui, ça découle des princes de la ville. En fait, c'est bête, mais c'est super dur de trouver un titre. Tu sais, aussi qu'il soit accrocheur, qu'il parle aussi. Tu sais, je voulais que ce soit comme un peu un clin d'œil, que ce soit pas. Tu sais, qu'il fallait que tu connaisses un peu le rap pour comprendre ou voir le jeu de mots. Mais là, il y a un côté empowerment, comme je disais dans l'intro aussi, les reines de la ville, tu vois. Oui, en fait, tu sais, Canal+ avait sorti il y a quelques années, je pense maintenant, un reportage avec pas mal de rappeuses de la scène française qui s'appelait Reines. Ok. Je suis passé à côté de ça. C'est assez sympa. Okay. En fait, ils ont comme fait un espèce de reportage à l'issue duquel ils ont permis aux artistes qui étaient présents sur le reportage d'enregistrer une chanson. Fait qu'il y a même une chanson qui s'appelle Aou qui découle de ça. Fait que c'est comme une collaboration. Il y avait Chilla, il y avait Davinor, Vikier. En tout cas, j'en oublie, là, elles étaient plusieurs, mais et donc j'avais bien aimé ce reportage. Et après ça, c'est ça, les princes de la ville. Ouais, classique. C'était un classique. Et je me suis dit, les reines de la ville, c'est quand même chouette comme titre. Princesse, c'est que c'est connoté un peu. Il y a un côté genre petite fille, petite adolescente. Quand on dit qu'une femme est une princesse, souvent c'est connoté négativement de elle est difficile. Ma belle. Cette espèce de comment ça s'appelle Ouais, c'est pas. Je sais pas le mot, mais c'est pas. C'est pas très positif. C'est pas très respectueux.
Et en plus, il y a un enregistrement de Diams, parce que l'album Dans ma bulle, il y a une version qui est sur Spotify, qui est son passage au Zénith. Donc, il y a comme des inédits un peu, entre les chansons, etc. Puis, elle dit « Je suis une princesse de la ville ». Oh. Donc, elle dit « Je suis une princesse de la ville ». Ouais. Puis ça, en plus, j'avais oublié. Mais tu sais, clairement, je l'avais dans mon cerveau. Mais j'avais oublié qu'elle avait fait ce jeu de mots-là, mais avec princesse. Mais dans la bouche de Diams, il y a moins de machisme et moins de... Oui, mais elle peut dire ça, là. Exactement. Mais bon. Ouais. Moi, j'aurais pas Enfin, oui, j'aurais pas aimé appeler ça les princesses de la ville. Dire. Ouais, non. Reine, c'est plus noble. Exact. Voilà. C'est ça. OK. Et donc, la première question que je pose à tous les invités de mon podcast, en fait, afin de situer la personne, comment tu tombes dans la culture hip-hop? Qu'est-ce qui t'a attiré au début? Ben écoute, moi, j'ai grandi dans une petite ville de France. En fait, j'ai grandi entre Poitiers et Angoulême. OK. À une époque où quand même le rap faisait partie de l'univers musical, on en entendait à la radio. Puis mes parents, ils écoutaient quand même plein de genres de musique différents. Mon père écoutait quand même beaucoup de rap. Ah ouais? Ouais, quand même. Okay. Il en écoutait pas mal. On avait des albums de rap, genre de Cynic, des vieux trucs dans l'auto. Des vieux trucs. Non, mais tu sais, aujourd'hui, c'est des vieux trucs, entre ouais. guillemets, mais début des années 2000. Ouais. Puis, je pense que c'est toujours... Je sais pas, c'est une musique qui m'a accrochée. Puis c'est drôle parce qu'en plus, moi, j'ai fait du patinage artistique, de la danse classique, fait que j'ai toujours entendu beaucoup de musique classique. Ouais. J'ai jamais particulièrement accroché. Je trouve ça beau, mais je me suis jamais mise à en écouter de mon bord ou quoi que ce soit. Le rap, je sais pas pourquoi ça m'a parlé direct. Piqûre. Ouais, vraiment. Ouais. Et donc, j'ai un peu... en fait, il y a comme un moment frappant, mais j'en parle sur la 4e de couverture là, du livre, mais où mon père a acheté l'album Dans ma bulle de Diams, l'a mis dans la voiture, il est parti de la voiture. Et en fait, je me souviens, ça m'a vraiment marqué ce moment-là. Et je pense que c'est le seul moment dont je me souviens de manière vive d'avoir entendu pour la première fois la voix de quelqu'un dans le cadre d'une chanson. Ouais. J'ai des moments comme ça avec des artistes. Ouais. Je me souviens la première fois que je les ai entendus. Mais ça m'a vraiment marqué. En plus, j'avais jamais entendu une femme rapper à ce moment-là. Fait que, tu sais, quand j'ai entendu Diams, j'ai eu comme un moment de... C'est une femme qui rappe. Tu sais, j'étais pas sûre. Ouais. En tout cas, et c'est ça. C'est parti de là. Je devais avoir 10 ans, je pense, à ce moment-là. Bah que Diams, surtout, c'est l'une des premières à exploser au grand jour. C'est comme dans l'intro, là, je parlais d'un des premiers albums de rap. C'était une rappeuse qui s'appelait Salia. Tu vois, ça me dit rien. Non, ouais, mais je pense qu'il est trop jeune. Elle, non, mais... Je suis née en 97. C'est ça, tu vois. Elle a sorti un album en 91. Ok. Tu vois, et elle a été un peu manipulée par l'industrie dans le sens où dans ses vidéoclips, dans ces 2 vidéoclips qu'elle a fait, tu vois, elle a été habillée d'une certaine manière et dirigée d'une certaine manière, mais elle avait fait un album et un des premiers titres sur la première compilation de rap français qui s'appelait Enfant du ghetto. Ouais. Donc direct, on avait un ton très politique. Mais bon, en fait, elle est très vite... Elle a eu une éviction de carrière. Enfin, elle a fait un album et elle n'a pas continué après. Ouais, voilà. Donc après, il n'y avait que des hommes. Jusqu'à Diams, il y a eu vraiment que des hommes qu'on a vu médiatiquement, qui sont rendus à faire un album. C'est ça. Et Diams a été l'une des premières à vraiment sortir de son collectif qui était la Mafia Tressée. Ouais. Et à devenir vraiment aussi importante rapologiquement et économiquement qu'un homme. Oui, là, c'est... Oui. Mais même aujourd'hui, je pense que je suis pas sûre qu'il y ait des rappeuses en France qui l'aient battu. Je veux dire, c'est un des albums vendus, albums les plus vendus, toutes catégories, en 2006, là, dans ma bulle, je pense. C'est un peu du jamais vu. Donc, Diams. Et après, tu commences à t'intéresser à cette musique-là. Et quels sont les premiers artistes vers qui toi tu vas de ton plein gré, genre, où tu te dis j'achète ce CD-là parce que j'ai écouté et tout, puis genre le premier CD de Zenaïd. De rap. Ouais. Dans ma bulle de Diams, c'est pas moi qui l'ai acheté. C'est mon père. Voilà. Donc il compte, mais il compte pas. Ouais, c'est ça. Je pense le premier, c'est Le Chant des Sirènes d'Orelsan. Ok. Bonjour, ça va? Ouais, parce qu'à l'époque, moi je vivais à Poitiers, c'était une petite ville. Ouais, puis lui est de Caen, fait que il vient de Caen. Je pense que c'est une des premières personnes qui rappait vraiment sur la vie de province. Ouais. Fait que c'était très populaire à l'école, au secondaire quand j'étais jeune.
Puis, ouais, Le Chant des Sirènes, ça a été un des premiers albums qui m'a marqué. Puis, je me souviens, je suis allée voir en concert Orelsan cette année-là, le nom de la sortie, l'année de la sortie de l'album. Ouais. Après ça, j'ai écouté Perdu d'avance, qui était l'album d'avant. Genre, Orelsan, j'ai eu vraiment un moment d'éveil musical avec lui. Enfin, je pense que j'ai découvert aussi beaucoup le rap par lui. Ouais. Ouais, ça a été... En premier, ça a définitivement été ça. J'essaie de retracer après. Ouais. C'est quoi les... On est là pour ça. Les albums qui ont suivi. Allez, encore un autre. Ouais, c'est ça, j'essaie de penser à ça. Ouais, Diams, Orelsan juste après, que j'ai acheté. Parce qu'après, tu sais, on écoutait du rap américain, mais tu sais, quand même, on écoutait beaucoup de rap en français parce que tu sais, c'est un peu le cliché, mais en tout cas, en province, nos cours d'anglais n'étaient pas incroyables et qu'on comprenait pas forcément tout. Fait que j'ai écouté plein de choses, mais sans vraiment connaître les albums ou acheter les albums. Parce que c'était du rap qui passait à Skyrock. C'est ça, des trucs que j'entendais, mais sans vraiment... je sais pas. Parce qu'en fait, assez vite, tu sais, ça a été du streaming. Ah, ok. Fait que je me demande, tu sais, je téléchargeais des chansons sur iTunes, j'écoutais des trucs, mais est-ce que vraiment... Tu sais, des trucs que j'ai acheté des albums physiques? Ouais. Pas beaucoup, je pense. Ok. Tu sais, je veux dire... même tous les albums maintenant que j'aime, tu vois, je les ai pas en physique, là. Ouais. Quand j'ai commencé à écouter du Damso, du Booba, des trucs comme ça, c'était... tu me poses une colle un peu. Écoute, ça va loin dans mes souvenirs. On est là pour ça. Oui, on absolument. On est là pour ça. Est-ce que quand tu as commencé à écouter du rap, donc de surcroît à entendre et comprendre les paroles, on parle pour le rap français surtout, et moi j'étais comme toi, je viens de France, de province aussi, donc j'aimais le rap américain, mais de surcroît, celui que je comprenais le mieux, c'était le français parce que c'est ma langue. Est-ce que cela a immédiatement fait naître en toi une envie de questionner peut-être une sorte d'irrespect qu'il y avait dans ce milieu-là par rapport aux femmes? Est-ce que c'est quelque chose qui t'avait déjà sauté aux yeux? Ou dans un premier temps, tu étais une jeune fille et ça te passait au-dessus? Tu sais, parce que dans les témoignages que tu as, c'est intéressant parce que tu as des témoignages de filles de différents âges dans ce livre-là. Et il y en a une, elle te dit que pour elle, c'est pas important, ce qui compte, c'est la musique et tout, quoi. Tu sais. Et ce qui n'est pas le cas pour les autres personnes que tu interviews. Tu sais. Donc, j'aimerais savoir si des jeunes, quand tu écoutes du rap, est-ce que c'est parce que ça a toujours été un petit peu omniprésent dans le rap, ce truc de genre mâle, viril. D'exprimer, de performer sa masculinité d'une certaine façon. Exactement. Et de mettre un peu les filles de manière générale au second plan, tu vois. Ouais. Je pense que ça m'a vraiment pas choqué à la base. Ce qui est drôle parce que des fois, je réécoute justement des albums ou des chansons que je me dis « Ah, c'est vrai que j'écoutais ça quand j'étais jeune, quand j'avais 14-15 ans. » Et je me dis « Ah, c'est drôle que ça me dérangeait pas du tout. » Ou que en tout cas, ça m'avait jamais marqué. Mais non, au début, zéro. En fait, c'est au point où, la question que je pose dans le livre, c'est vraiment une question qui émerge beaucoup, en fait, du rapport que les autres ont à ça. C'est-à-dire que le moment où, en fait, les questionnements ils sont arrivés, c'est quand moi, je me suis un peu mise à dire « Oh, j'aime bien le rap », ou quand j'étais dans des... je me souviens, à un moment donné, j'étais allée à l'école, on était partis quelques jours, comme en voyage scolaire, puis là, on dormait dans des hôtels. Puis je me souviens d'un moment où on discutait, puis là, il y avait des garçons qui mettaient du rap. Puis là, je me suis dit, je vais mettre une chanson. Puis là, ils m'ont dit, ils m'ont un peu délégitimé, ils m'ont dit, c'est pourri ce que t'écoutes. Puis là, j'ai senti qu'il y avait comme un enjeu, mais c'est vraiment venu des autres. C'est pas venu de mon rapport à moi-même en écoutant seul. C'est vraiment venu après j'ai été confrontée au fait en disant, moi, j'aime quand même ça, tel artiste. Où là, on m'est revenu en me disant ouais, t'écoutes ça? Ah ouais, t'es une fille, t'écoutes ça. Puis là, c'est là où c'est venu, en fait. Mais c'est pas venu de moi. Puis, c'est un truc que je dis souvent, mais moi, très vite, j'ai compris qu'il y avait des inégalités de genre. Genre, je l'ai vécu. N'importe qui grandit en comprenant que on dit des choses aux petites filles, on dit des choses différentes aux petits garçons. Il y avait des choses que j'avais bien saisies, même jeune, par rapport à ça. Fait que
au contraire, tu sais, ça mettait des mots sur des choses qui étaient un peu implicites, qui étaient de l'ordre de normes sociales que je saisissais, mais sans qu'elles soient dites si clairement que ça. Okay. Donc, au contraire, ça a été un peu éclaircissant, je pense, ben oui, OK. Là, c'était très clair, en fait, dans le rap, tu sais, pour moi, comment les hommes avaient été socialisés à penser, tu sais. Ouais. Qu'est-ce qu'on leur apprenait à c'est quoi être un homme, ce que je savais pas parce que c'est pas ma socialisation à moi, tu sais. Donc, ça, au contraire, ça a plus été un apprentissage, quelque chose qui m'a permis d'avoir de l'empathie, de comprendre. C'était dur pour une fille, puis bon, tu vois, moi, je viens des années 80, je suis un peu plus vieux que toi. C'était dur à l'époque pour une fille de rentrer dans un cercle d'amis de gars qui écoutaient du rap, tu vois. Ouais. C'était vraiment très dur. Ce qui n'est plus le cas maintenant, en 2025, puis aujourd'hui, avec le changement des mentalités quand même, malgré encore qu'il y a beaucoup de travail à faire. Ouais. Mais à l'époque, c'était dur. Moi, je sais que j'avais pas d'amis filles à qui je pouvais parler de rap, tu vois. Oui. Ma grande sœur écoutait du punk. Ouais. Mais moi, dans mes amis gars, on écoutait du rap hardcore, très masculin, très homme. Ouais. Mais il n'y avait pas... T'écoutais quoi, d'ailleurs? Je suis curieuse. Moi, j'ai grandi avec NTM, Ouais. à Assassin. Je viens de Grenoble, mais j'ai jamais été très attiré par Grenoble Sud-Est. Mais moi, direct, mon amour a été pour le rap parisien. Ok, je comprends. Moi, moi, j'ai un amour pour Paris, pour la ville, pour l'histoire de Paris, pour le monde du théâtre à Paris, le monde du cinéma à Paris. Et donc, NTM, Assassin, moi, ça a été mes premiers groupes phares. Ouais. Puis après, Ideal J. J'ai écouté Je comprends. très hardcore, tu vois. Ouais. Comme moi, quand Diams est arrivé, j'aimais pas Diams. Je comprends. J'avais cette réflexion de comme c'est une fille, ça va pas me plaire, oui. ça va pas m'intéresser, alors que c'est complètement stupide comme réflexion, car ce qui compte, c'est les paroles. Puis si j'avais moindrement écouté les paroles, bon, j'ai écouté par la suite Diams, puis je me suis fait honte à moi-même, tu sais, en me disant putain, mais en fait, tu vois, c'était beaucoup trop puissant, quoi. D'ailleurs, Cynic, à l'époque, qui était proche de Diams, on lui reprochait souvent d'être trop proche de Diams, tu vois. Ah ouais, je me souviens qu'il était très proche, puis ils ont fait des featuring et tout, mais je savais pas que. Comme s'il était atteint de fébrilité ou. Ah ouais, que ça remettait en question. Son côté viril et hardcore dans le rap, tu vois. Puis en fait, à l'époque, dans le rap, il n'y avait pas de place pour le ressentiment trop, tu sais, fait que, voilà, j'ai été l'un de ces cons qui... Bah non, mais c'est bien correct. Ouais, okay. Donc voilà, c'est ça. Moi, c'était ça, mes tes références. Ouais, mes références très rap parisien. Et encore aujourd'hui, ce que j'aime, ce que j'écoute beaucoup, c'est du rap. Ouais, du rap de Paris, quoi. En tout cas, le point de départ de ce magnifique essai est donc les femmes qui aiment le rap enquête auprès d'Amatrice à Montréal et le livre Cher connard de Virginie Despentes. Ton livre reprend le plan de ton mémoire, mais pourquoi donc as-tu voulu condenser 169 pages en 100 pages? On parlait au début de la difficulté de le transcrire et de le retranscrire en livre, mais pourquoi tu as eu cette idée-là? Il y avait plein d'enjeux. Déjà, moi, c'est un peu particulier parce que je suis au doctorat, je fais des études universitaires, mais... Bravo. Merci, mais j'aime pas particulièrement l'université. Fait que j'ai jamais voulu investir particulièrement de temps là-dedans. En fait, moi, c'est juste j'adore la socio, mais pas... je suis pas quelqu'un qui est fou sur les auteurs-autrices. Je sais pas comment dire, mais j'ai pas l'impression de ressembler beaucoup à mes collègues, des fois. Tu as pas ton école de pensée, comme il y en a, ils ont leur philosophe, leur sociologue. Non, c'est ça. Puis même, quand je vais à l'université, même dans des événements de sociaux, j'ai pas l'impression que c'est mon monde. OK. Je sais pas, j'ai pas les codes, des fois, je trouve. Puis c'est un peu absurde parce que, je veux dire, je réussis bien dans l'académie, j'ai des bonnes notes, les choses vont bien. Mais quand je suis là-bas, je me sens pas à ma place. OK. Puis en même temps, tant mieux qu'il y ait des gens comme moi parce que ça...
qui viennent pas de genre que des classes sociales supérieures ou qui ont que des parents qui font des métiers de fou. Genre, tant mieux qu'il y ait des gens qui viennent de milieux un peu plus populaires puis que ça permet de montrer que ça se peut, d'aller à l'université puis on n'a pas besoin d'être arrogant puis d'être toujours au-dessus des autres. Là. Ou avoir les meilleures bourses, tout ça, quoi. Ouais, c'est ça. Ben, en tout cas, il y a plein d'enjeux, mais c'est ça. Je pense, moi, écrire des articles universitaires puis que ce soit lu par genre 5 personnes, puis c'est mes collègues, puis c'est juste des débats de concepts et tout. Moi, j'ai toujours... Ça vient pas me chercher, tu sais. Okay. Je suis capable de le faire. Ouais. Je suis capable de faire des conférences, je suis capable de faire partie de ce monde-là. Mais c'est pas ça qui qui m'anime dans la vie, pas du tout. Okay. Encore plus parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire du terrain, de rencontrer des gens, de comprendre vraiment leur rapport au monde, de comprendre leurs expériences. Puis le but pour moi, en plus de travailler sur le rap, c'est que ça revienne aux gens exact. qui m'ont donné leur temps, qui ont pris du temps. Fait que moi, que ça sert à, au savoir universitaire, honnêtement, c'est pas... Je veux dire, OK, là, mais c'est pas ça qui est important pour moi. Fait que, au lieu justement de prendre le temps que je devrais faire si je voulais avoir une carrière académique parfaite, d'écrire des articles scientifiques, ben moi, j'étais genre, au contraire, j'ai envie que ce que j'ai écrit, ça puisse servir. Parce que je me disais, juste l'appel que j'avais fait, qui était comme un appel juste de dire, je cherche des amatrices de rap, des femmes qui écoutent du rap depuis des années, c'était assez vague. Déjà, il y a plein de femmes amatrices qui m'ont dit en entrevue, moi, je pensais pas que je pouvais être considérée comme une amatrice, mais en regardant les critères que tu avais mis, qui sont des critères d'ordre sociologique de comment on définit l'amateurisme, et qui sont beaucoup plus larges que dans la vraie vie, on va être très, des fois, piqué sur c'est quoi être un amateur, puis ça prend genre une connaissance encyclopédique hyper précise des dates, d'avoir des références, d'avoir une grosse culture musicale, fait que c'est ça, je me suis rendu compte à quel point ça faisait du bien à des amatrices juste de voir un appel qui les considère, elles, comme étant des amatrices. Donc là, je me suis dit, OK, il y a un enjeu, que les femmes se sentent légitimes à pouvoir dire « je connais quand même ça ». Parce que souvent, c'est ça qu'on s'aperçoit, mais c'est qu'il y a un rapport très genré à la manière dont on appréhende la musique qui fait que les femmes, ça va être plus émotionnel. Fait qu'au lieu, mettons, d'avoir genre des connaissances très encyclopédiques de genre... tu connais toutes les tunes de tel album, puis tu es capable de savoir qui a samplé qui, des trucs. Les femmes, elles vont plus avoir genre certains albums, puis elles sont attachées à ces artistes-là. Émotionnellement, à des moments, ça a été comme pivot dans leur vie, etc. Mais vont moins se mettre à comme, être des geeks un peu de connaissances musicales, ce qui font qu'elles se sentent moins légitimes à se dire amatrices. Mais qui n'en est pas moins quelque chose qui influence et qui est important dans leur vie. Donc je me suis dit, c'est nécessaire, il y a comme quelque chose de politique là-dedans. D'écrire là-dessus, puis de... Donner la parole. Oui, c'est ça, de donner la parole. Puis, même, j'ai eu des retours de personnes qui ont acheté le livre, puis justement, des filles qui écoutent du rap qui disaient justement, un peu les dynamiques que je décris, mais je pensais pas pouvoir me dire amatrice, mon frère, il connaît mieux ça que moi. C'était beaucoup ça que j'entendais. Oui, mais tel gars, il connaît mieux ça que moi. Puis même moi, je dis ça, là, je vais dire, mais tel ami, il connaît tellement mieux ça que moi. Puis c'est vrai d'un point de vue encyclopédique. Après, un point de vue expérientiel de à quel point ça t'a marqué, puis ça fait partie de ton quotidien, c'est autre chose. Il n'y a pas de comparaison, là. Mais il y en a une dans le livre, c'est son frère qui l'a... Oui, qui l'a introduit. Ouais, c'est ça, ouais. Ben oui, puis, mais c'est beaucoup ça, là, c'est beaucoup... Il y en a beaucoup qui ont été introduites par leur grand frère. Mais il faut que ces femmes-là arrêtent d'être redevables de ça, tu vois. Ben oui, puis de toujours dire non, mais tu sais, puis de pouvoir dire oui, non, moi, j'aime ça, puis je connais ça, puis t'as pas besoin, genre, d'envie de tout connaître pour pouvoir dire que tu aimes quelque chose. Exact. Ouais. Mais voilà, je sais plus, je me suis perdue dans mes pensées, mais oui, c'était important que ce soit que je redonne aux gens qui m'ont donné du temps, là, en fait. Puis de pouvoir aussi écrire des noms importants de femmes qui ont participé à l'élaboration du monde du rap au Québec. Ouais. Que j'ai pu rencontrer, puis qui en fait souvent sont pas forcément mentionnés. Jekyll, là tu l'as rencontré? Parce que là tu parles de Mosaïon dedans. Oui, Jekyll, non, je ne l'ai pas rencontré, mais j'aimerais beaucoup ça pour ma thèse de doctorat, la rencontrer. Incroyable. Donc j'ose croire que ça va être possible. Mais oui, en plus, j'ai travaillé sur une exposition au Musée de la Civilisation à Québec.
Là où en fait il y avait l'expo là. Ouais, sur Parole. Putain, j'ai pas pu y aller. Le son du rap keb. Mais oui, c'est ça, je pense là, c'est fini là. Ouais. Mais Webster m'avait contacté justement pour un peu que je fasse un état des lieux de la présence des femmes, le rôle des femmes dans le monde du rap au Québec. Excellent. Puis je sais que Jekyll était sur le comité d'organisation, enfin de déploiement, tout ça. Mais oui, j'ose espérer que. Ben, en fait, elle a fait une recension de l'ouvrage à la radio. Ok. Excellent. Wow. Donc en tout cas, j'espère que je vais rencontrer pour ma thèse. Ce serait très important que je la rencontre. Mais c'est pas tout de suite la thèse là. Ben là, je vais rentrer en période de terrain dans les prochains mois. Fait que j'aimerais ça faire des entretiens en automne prochain. Fait que je vais essayer de contacter du monde. Moi, à ce moment-là. J'ai toujours voulu faire un épisode spécial de mon podcast. C'est Jekyll qui discute avec Scandale. Ok. Ouais. J'ai toujours rêvé de ça. J'ai eu un Scandale dans mon podcast. Ça a été genre un épisode magnifique avec elle. Là. Ouais. Vraiment. Et j'ai toujours rêvé de juste faire une discussion puis de m'effacer. Ouais. Puis de les laisser raconter leur Montréal à elle, quoi. Ouais. Ah ouais, ce serait génial. Ça serait fou. ça serait fou. J'ai toujours voulu poser cette question. Tu expliques que le rap est injustement perçu comme plus sexiste que d'autres genres musicaux, alors que le patriarcat est présent partout. Est-ce que, selon toi, le rap est réellement plus misogyne que les autres musiques? Et en sous-question, pourquoi les femmes y sont-elles si souvent mal représentées? Moi, avant de te donner la parole, j'ai une double, triple culture avec le métal, qui est une musique que je pratique depuis des années. J'ai eu des bands, et le punk et le rap. C'est des musiques, c'est vraiment ces trois cultures-là. Et j'ai jamais ressenti dans le punk et le métal cette misogynie ambiante qu'il peut y avoir dans le rap. Ok. Jamais. Et donc, qui de mieux que toi et ce livre-là pour qu'on puisse discuter de ça, parce que c'est même pas un ressentiment, c'est quelque chose qui existe malheureusement dans le rap. Ouais. On l'a beaucoup vu dans les vidéoclips dans les années 2000 où les femmes étaient plus des objets. Maintenant, c'est de moins en moins ça, parce qu'au bout d'un moment, il faut arrêter de mettre ça dans la face des gens et tout. Mais j'ai toujours voulu poser cette question-là, mais ça servait à rien que je la pose à des hommes. Donc, quoi de mieux que ce livre, que ta recherche, que ton travail pour discuter de toi, justement, de l'histoire un peu de tout ça. Bah de pourquoi, puis je pense pas qu'on va répondre à la question, mais au moins avoir ton avis, puis ton ressenti là-dessus, tu sais, en tant qu'universitaire, mais aussi amatrice de rap, mélomane. Ouais. Bah, mélo-woman, mais... c'est vraiment une grosse question. C'est une grosse question, ouais. Déjà, bon, on s'est rendu compte, quand tu fais de la recherche là-dessus, il y a tout un courant de recherche aux États-Unis de hip-hop feminist studies. Et les écrits un peu fondateurs de ça, c'est des féministes noires aux États-Unis qui ont un peu étudié la manière dont en fait on a criminalisé le rap très très rapidement. Donc parce que c'était des personnes de la communauté noire qui le faisaient. Donc ça a été comme une manière un peu de désigner certains groupes comme étant, c'est ça, plus misogynes et plus sexistes. Donc déjà, c'est ça, on se rend compte que c'est une musique qui est criminalisée à outrance par rapport aux autres. Ça, c'est un grand constat de la recherche. C'est comme, il n'y a aucune musique où, en fait, on va autant questionner sur les paroles et sur les textes, et on va faire des procès à des artistes pour ce qu'ils ont dit à l'intérieur d'une œuvre. Donc définitivement, à qui on attribue le statut d'artiste, qui a le luxe de produire des œuvres. Puis ça, c'est quelque chose qu'on, dans la littérature scientifique, voit dans tous les mondes artistiques, c'est-à-dire, souvent, c'est le symbole de l'artiste, ça reste l'homme blanc. Fait qu'il y a souvent moins de questionnements par rapport à qu'est-ce que tu peux faire dans une œuvre, qu'est-ce que tu peux explorer, et qui tu vas laisser finalement, c'est ça, un peu faire la distinction entre l'homme et l'artiste, là, puis dire, oui, mais c'est de l'art, mais c'est pas tout le monde à qui on va donner déjà cette possibilité-là de faire de l'art, en fait, et on va pas questionner qu'est-ce qu'il y a derrière. Exact. Bon, déjà, ça, c'est un premier point. Déjà, bon, c'est historiquement, il y a définitivement des groupes sociaux où ça découle de l'esclavage, ça découle du contexte états-unien beaucoup,
où la question de la masculinité puis de l'expression de la masculinité a été vécue différemment. Les stéréotypes qui ont été construits sur la masculinité sont différents. Je ne suis pas experte non plus de toute cette littérature scientifique-là, mais définitivement, il y a des enjeux à qui on laisse la possibilité d'exprimer son identité masculine, féminine, et qui, en fait, se retrouvent d'être des groupes particulièrement stéréotypés, et qui donc, en fait, forcément, quand il y a des stéréotypes, on va forcément réagir. C'est-à-dire quand il y a des normes qui sont très qui essayent de nous cadrer, forcément, on va essayer de déborder de ces catégories-là. Fait que, mais c'est le cas pour les femmes noires comme pour les hommes noirs, mais c'est ça, de volonté de mettre dans des moules, ou d'hypersexualiser, où il y a des grands stéréotypes. Fait que ça a une influence sur comment les gens expriment leur genre, puis comment ils se sentent libres de le faire. Fait que je pense qu'il y a des choses où, historiquement, puis ça fait partie d'un travail que je vais devoir faire, mais que je ne saurais pas le faire à la perfection aujourd'hui, là. Mais sur comment le rap a été une expression d'une virilité qui a pu, à certains égards, être extrêmement forte ou exacerbée. Mais définitivement, ça vient aussi de discrimination, puis de manière dont on a essayé justement de contrôler certains corps, etc. Fait que souvent, c'est quand même en réaction à un pouvoir en place. Fait que je pense qu'historiquement, il y a des choses à aller vraiment creuser là-dessus. Puis après ça, en tout cas, il y a tellement d'enjeux qui me viennent en tête. Non, mais ouais, quand tu parles d'extérioriser, c'est aussi une réappropriation de soi-même, de sa personnalité, de sa couleur de peau pour les Afro-Américains. Et tout ça, il n'y a pas eu ça dans par exemple, le punk ou les musiques métal. Tu vois, on n'a jamais questionné la femme dans le punk ou dans le métal. Tu sais. Ouais. Avant, il y en avait moins, mais je pense que c'est vraiment très, très propre à tout ce que tu disais, à l'esclavage et tout ça, quoi. Mais c'est ça, il y a un contexte historique derrière qui a fait que il y a eu un besoin, clairement. Là. Puis ça se voit dans les œuvres d'exprimer sa masculinité. Alors ça, définitivement, il y a des raisons historiques qui peuvent expliquer que pourquoi certains groupes, à un moment donné, ont eu besoin d'exprimer des choses. Quitte à que ce soit exacerbé pendant des décennies. Mais oui, c'est ça. Il y a un sociologue qui s'appelle Stuart Hall qui a beaucoup travaillé là-dessus sur comment un groupe social, quand justement il y a des stéréotypes, réagit. Puis une des stratégies, c'est la surenchère. Ouais. Fait que de dire, oui, OK, je suis ça, d'abord, je vais l'être 10 fois plus. Ouais. Fait que ça a une influence. En fait, c'est que les gens réagissent à la manière dont on veut les contrôler. Ouais, exact. En France, c'est différent, là, le contexte des banlieues françaises aussi. Puis, il y a quand même une histoire commune entre le rap, entre c'est ça, la construction des espaces des banlieues en France. En tout cas, il y a des liens, etc., par rapport à ça. Puis, contexte socio-économique dans lequel on a mis certaines populations, etc. Fait que, pour revenir à nos moutons, la question de qu'est-ce qui a fait aussi qu'il y a eu une hypersexualisation des femmes très vite dans les clips de rap, etc. Très vite, ça a été quelque chose. Ça, pour le moment, ça reste pour moi quand même une énigme, en partie, de comprendre qu'est-ce qui a fait que les rapports de genre aient quand même été aussi marqués. Ouais. Ça fait définitivement partie de mes questionnements pour la thèse. Ouais. Parce que j'ai jamais réussi à le comprendre, tu vois. Dès le début, il y avait ça dans le rap. Il n'y a jamais eu ça dans les autres genres musicaux qui étaient aussi nichés ou aussi qu'on appelait sous-culture, tu vois. Mais c'était directement dans le rap, le rappeur, le pimp ou le gangster, celui qui ramène l'argent, celui qui fait tout. Et la femme est cantonnée à être ou une accompagnatrice ou une blonde ou une meuf à la maison, quoi. Puis ça, dans les premiers albums d'Ice-T, c'était ça, tu vois. C'était I'm Your Pusher, I'm the New Jack Hustler. Puis derrière, il y avait sa femme en string, puis genre talons hauts, genre avec un fusil à pompe, tu vois. Mais absolument. C'est une piste de réflexion très intéressante à avoir. Oui, puis là, on le voit aussi que les rappeuses aux États-Unis ont plus exploré, je pense, la voie de
de la sexualisation, de reprendre justement le contrôle de leur corps, mais de... Queen bitch. Ouais, c'est ça. Ben oui, ouais, absolument. Ouais. Puis d'exprimer une forme de féminité qui passe beaucoup par la sexualité. Mais je pense que c'est ça. Ben, déjà, c'est qu'il y a toute la question de... est-ce que les femmes, justement, qui sont hypersexuelles, finalement, c'est pas une manière pour elles d'exprimer aussi une forme de féminité? Enfin, il y a aussi... ouais, je pense beaucoup à la question des stéréotypes de genre, puis du fait qu'on a hypersexualisé les femmes noires aux États-Unis à l'origine. Fait que définitivement, il y a des raisons historiques derrière ça. Après, tu sais, c'est que... Je sais pas, moi, il y a aussi des hypothèses, des choses qui sont pas de l'ordre de là... parce que moi, j'ai des choses de... ce que je sais d'un point de vue de la recherche, de choses qu'on a été capable de mettre un peu le doigt dessus. Puis après, il y a mon expérience, tu sais. C'est ça. Moi, j'ai l'impression que le rap est un monde honnête et qu'il y a peut-être des mondes artistiques où on va faire plus semblant. Que les rapports de genre, ils sont un peu inexistants. Ça va être plus flou, alors qu'en fait, ils existent, ils sont réels, tu sais. Dans le rap, il n'y a pas de faux semblants. C'est très clair. Ouais. Pour ça, moi j'apprécie énormément ça. J'aime ça, l'honnêteté. J'aime ça, la transparence. J'aime ça qu'il n'y ait pas justement de non-dit puis qu'on ne sache pas trop ce qui se passe. Puis ouais, je pense que il y a des... C'est ça, il y a aussi des gens qui puis probablement, en fait, c'est que vu que le rap s'est construit comme ça doit aussi attirer des personnes qui sont très à l'aise dans des normes de genre qui peuvent être très marquées aussi, tu sais. Il est honnête pour le meilleur et pour le pire. Mais vraiment, pour le meilleur et pour le pire. Mais comme je dis toujours, tant qu'il n'y a pas d'honnêteté, il n'y a pas de possibilité de changement, tu sais. Je veux dire, tu sais, quand quelqu'un dit des paroles sexistes ou dit des trucs misogynes, ben, c'est facile de dire, bon, tu sais, pourquoi tu dis ça, ou il y a peut-être une autre manière de le dire qui est moins problématique, tu sais. Mais si les gens font semblant qu'ils sont woke puis qui sont vraiment, non, moi je... ben là, tu peux plus vraiment, tu sais, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de... tu sais. Ouais, c'est clair. Donc, en tout cas, je me suis un peu perdue dans tout ça. Non, mais je m'imaginais que pour toi, c'était une piste de réflexion pour le futur, tu vois. Ben, définitivement. Parce qu'en fait, personne s'y... Peut-être que beaucoup de monde se sont posé cette question-là, mais personne n'a jamais répondu vraiment à cette question-là. Tu vois, peut-être que dans toute cette littérature noire, féministe américaine, sûrement qu'il y a eu il y a eu des premières réponses, tu vois. Mais ouais, ben c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de littérature sur les œuvres, d'analyse d'œuvres, de justement comment les femmes qui rappent transforment les codes, se réapproprient leur corps. Il y a plein de choses sur la littérature, vraiment d'un point de vue, c'est ça, de comment les œuvres sont produites et qu'est-ce qui en ressort. Il y a moins de choses sur l'histoire, sur qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, il y a des normes qui se sont fixées, qui ont bougé, les processus socio-historiques. Vraiment d'un point de vue, sous le prisme du genre, ça a été peu fait. Puis c'est pour ça que c'est mon sujet de thèse, en fait, là. L'évolution socio-historique des rapports de genre. Mais là, je vais le faire au Québec parce que c'est juste impossible de le faire à l'échelle. En fait, c'est des méthodes qui doivent lier la sociologie et l'histoire, et donc c'est particulièrement complexe. Donc, surtout que je le fais sur plusieurs décennies, fait que en tout cas, ce serait un travail beaucoup trop colossal de le faire à l'échelle du monde ou à l'échelle c'est ça. Des États-Unis ou de la France, ou de comment ça s'est construit différemment. Mais oui, c'est définitivement quelque chose que je veux explorer. Mais après, c'est ça, je sais qu'il y a aussi des articles sur le fait que finalement, quand on essaye de faire des recensions des paroles de rap, pas particulièrement plus sexistes que la chanson française, que plein d'autres styles de musique. Donc, il y a aussi clairement le fait que on stigmatise certaines populations comme étant plus sexistes. Ça joue beaucoup sur le traitement médiatique qui en est fait. Puis là, il y a beaucoup de littérature là-dessus, sur on ne va pas questionner justement de la même manière les autres genres musicaux. On devrait, parce qu'avec le temps, on apprend, par exemple, des textes de Michel Sardou. C'est ça. Avec le recul, tu te dis, ça, c'était... Comment ça s'est passé, quoi, tu vois? Il n'y avait pas de problème. Non, mais c'est ça, même... oui, des chansons en France qui parlent de relations avec des mineurs. Il y a comme toute une culture de l'inceste là-dedans. Puis c'était correct, mais là, on entendait des rappeurs dire le mot bitch. Puis là, fait que c'est construit aussi, qu'est-ce qu'on perçoit comme étant misogyne et sexiste. Là. C'est vrai. Fait qu'il y a définitivement des choses là-dedans.
Mais oui, c'est beaucoup des questionnements qui vont m'habiter pendant les prochaines années. Fait que j'ose espérer que là, tu viens de commencer le doc? En fait, c'est que là, je suis en 3e année de doctorat. Ah ouais? Wow. Mais les 2 premières années, c'est des années de scolarité. Fait que c'est des années où, en fait... Comme les séminaires en maîtrise. Voilà. Et donc, en fait, la vérité, j'ai pas encore plongé à fond dans ma recherche à moi. Là, j'ai lu des choses qui ont été écrites, mais j'ai surtout lu aussi sur les rapports de genre, mais dans les autres mondes artistiques, donc pas que dans le rap. Ouais. Mais c'est ça, j'ai exploré plein de choses, mais pour le moment, ça a été plus de la revue de littérature. J'ai pas vraiment commencé, moi, mon propre terrain. J'ai commencé un peu, là, aller dans les archives des vieux magazines culturels des années 80-90, voir un peu comment ils parlaient du rap. J'ai commencé, mais je vais passer l'été là-dessus. Après ça, je vais faire des entretiens. Mais c'est ça. C'est très cool. Ouais, c'est chouette. Mais c'est ça, ça prend du temps. Puis j'ai d'autres projets aussi en parallèle. Donc, c'est ça. C'est pas évident de tout faire, là, mais ouais. Est-ce que tu as le même directeur ou directrice que la maîtrise ou... Non, ça a changé. Dans le fond, à la maîtrise, j'étais sous la direction de Sirma Bilgué, qui est une des grandes spécialistes de l'intersectionnalité. Puis ça s'est super bien passé. On a eu vraiment une belle relation. Puis c'est quand même... on nous encourage à changer de direction. Ouais. Donc j'ai décidé de travailler avec un autre sociologue, mais qui est à l'Université de Montréal lui aussi, qui est plus sociologue de la culture, Guillaume Sirois, et je fais une co-direction avec un chercheur qui est au CNRS à Paris, qui est lui un spécialiste du rap en France surtout, qui s'appelle Karim Amou, et qui est un des plus grands écrivains sociologues sur le rap en France. Puis lui, il a fait une thèse socio-historique sur qui s'appelle... En fait, il a publié un livre à la découverte qui s'appelle Une histoire du rap en France. Mais qui, lui, n'a pas l'angle du genre, là, qui était plus transversal. Qui est fascinant. Là, c'est un livre incroyable. Mais c'est ça. C'est un énorme travail. Je ne sais pas si je vais être capable de faire quelque chose d'une qualité similaire. Là. On l'espère. Écoute, t'es très bien parti. Comment réfléchis-tu au travers de ton livre et de tes recherches à ces femmes amatrices de rap qui ne se disent pas féministes et qui ne se sentent pas du tout, ou qui ne se sentiraient pas du tout concernées par ton ouvrage? Tu veux dire mettons des femmes qui écouteraient du rap, mais qui pour plein de raisons, le féminisme c'est loin d'elles, etc. Ouais, puis ça les dérange pas. Et moi, j'ai quelques amies filles comme ça. Ouais. Que ça ne les choque pas, puis qui, je sais, ne liraient pas ton livre, tu vois. Ouais. Donc, je sais que tu ne parles pas de ces femmes-là dans ton livre, mais elles sont quand même là, puis elles écoutent du rap, puis qu'elles soient de diverses communautés ou pas, blanches ou pas. Mais je sais qu'elles existent parce que j'ai des amies filles comme ça. Ouais, qui sont dans cette situation. Et qui... tu sais, il y a beaucoup ce truc de genre les femmes qui se disent pas féministes et tu sais, je sais que les premières que j'avais à qui j'en avais parlé, c'est quand il y avait eu ce problème avec les Femmes, que les Femmes faisaient du recrutement par rapport au physique et qu'il y avait certaines femmes qui n'étaient pas en tout cas qui ne correspondaient pas à certains critères que les Femmes avaient. Et donc j'ai moi des amies filles qui toutes ces questions de féminisme leur passent au-dessus. Oui, bah oui. Et qui écoutent du rap quand même, qui aiment cette musique-là en tant que mélomane, tu vois. Ouais, absolument. Donc, je ne sais pas, toi, comment tu vois ça. Est-ce que tu as déjà discuté avec des femmes qui t'ont dit que tout ce travail sur le féminisme, peut-être pour elles, ça leur passe au-dessus Oui, ou pas? Ben, en fait, c'est assez particulier parce qu'effectivement, je parle beaucoup d'enjeux de féminisme et d'amour du rap parce qu'en fait, toutes les femmes se retrouvent un peu confrontées à 100%. À ça. Mais en fait, dans mon livre, ça fait partie des enjeux qui ont émergé des conversations, mais c'était pas un critère là, quand j'ai demandé, quand j'ai cherché des amatrices de rap d'être féministes. Là. Bien sûr. Mais c'est venu dans les conversations, tout ça. Déjà, absolument. C'est complètement valide. En fait, je pense qu'il y a
il y a une vision, tu sais, de... Parce que, en fait, c'est que, mettons des personnes qui se diraient pas féministes, bah là, tu sais, il faudrait leur poser la question de c'est quoi pour toi le féminisme? Parce qu'en fait, c'est vrai que médiatiquement, tu sais, quand tu vois, par exemple, tu penses au féminin, etc., en fait, des définitions du féminisme, il y en a plein. Exactement. Des débats au sein du féminisme, il y en a beaucoup. En fait, des courants féministes, il y en a tellement qu'en fait, tu sais, moi, je veux dire, je me considère féministe, mais je pourrais discuter avec quelqu'un qui se dit féministe. Notre définition serait opposée. On aurait des désaccords profonds sur plein d'enjeux. Justement, j'enseigne ça à l'université, là, les différents courants féministes, puis qu'est-ce que ça implique. Okay. C'est ça. Il y a plein d'enjeux. Fait que moi, je pense que c'est pas parce que quelqu'un se dit pas féministe qu'il n'y a pas plein de choses qui pourraient être considérées en fait comme féministes dans leur pratique. Comme valeur. Ben oui, c'est ça, comme valeur. Et on aurait des conversations, puis on penserait pareil sur plein de choses, mais c'est juste le mot. Parce que tu sais, le mot, pour plein de personnes, je pense qu'il veut dire des choses particulières auxquelles on n'a pas envie de s'associer. Puis, tu sais, pendant longtemps, le féminisme, ça a été aussi, tu sais, un féminisme blanc, tu sais, très réformiste, très... égalité des droits, mais c'est tout. Puis, tu sais, qui était pas non plus, qui prenait pas en compte, justement, les femmes noires, puis qui était très... c'est ça, qui était pas intersectionnel, en fait, là. Fait que, tu sais, définitivement, tu sais, je pourrais comprendre avec raison pourquoi il y a plein de gens pour qui ce terme-là, il les rejoint pas. Puis, c'est vrai que j'avais, tu vois, même pas pensé au fait que ça pouvait, pour des personnes qui écoutent du rap, qui sont des femmes, de pas accrocher au livre, puis après ça, voilà, ça fait partie de la vie. Mais moi, je serais très curieuse d'avoir aussi des conversations, tu sais, mais ça, ce serait fascinant, tu sais, avec des femmes pour qui vraiment, par contre, qui sont... Parce que c'est une chose de pas se dire féministe, peu importe pour les raisons, mais c'est une autre d'être anti-féministe. T'sais. Ah non. Fait que là, c'est un autre enjeu, tu vois. Là, je me dis, là, ce serait... Là, ça pourrait être intéressant, tu sais, de... Mais tu sais, des femmes fans de rap qui te diraient, par exemple, oh, tu sais, genre moi, Calamine... je peux pas, quoi, tu vois. Ouais, ok. Ça serait intéressant de savoir pourquoi. Ouais, ce serait vraiment intéressant. C'est ça, je pense qu'il y a définitivement pas des préjugés, là, mais je pense des fois on associe, tu sais, parce qu'il y a un peu eu, à un moment donné, dans les médias, beaucoup ce truc de rap féminin, tu sais, comme si les femmes qui faisaient du rap, qui étaient féminins. Puis ça, c'est le truc dont je parlais tantôt de... C'est vrai, ça. Ouais. Tu sais, quand... les personnes à qui on donne le droit d'être des artistes, c'est souvent des hommes blancs, cette espèce de statut universel. Tous les autres, on dirait qu'ils font comme... ils peuvent pas sortir de leurs conditions. C'est comme si t'es une femme, fait forcément des trucs de femme. C'est comme... c'est comme on est tous capables là, de grandeur à travers l'art. C'est pas vrai que... on peut pas dépasser juste... en tout cas, il y a plein d'enjeux par rapport à ça. Mais... tu sais, c'est ça. Ça... En fait, on a tous... de la misogynie internalisée. T'sais. Tout le monde a appris... Le patriarcat, c'est pas juste les femmes les hommes que ça a socialisé, c'est les femmes. Fait que, entre femmes, il peut y avoir plein de dynamiques particulières qui se jouent justement parce que la question de la fraternité qui est comme une valeur sociale où les hommes, rapidement, peuvent avoir de la familiarité. Les femmes, c'est moins le cas, vont plus se regarder en chien de faïence, va plus y avoir des dynamiques de comme je peux-tu lui faire confiance. La question de la sororité, qui est moins une valeur fondamentale, clairement se ressent dans les relations entre les femmes. Fait que je peux imaginer aussi que ça les rejoint moi des musiques qui est très féministes ou très engagées, parce que c'est vrai que, mettons, Calamine, elle est hyper engagée politiquement dans son œuvre. Mais il y a plein d'autres rappeuses qui, en fait, parleraient pas tant de ça, ou au contraire... Exactement. Fait que là, se pose la question de est-ce que c'est vraiment le fait que c'est une femme qui rappe qui plaît pas, ou c'est le fait qu'elle dénonce des inégalités ou Mais je trouve que ce genre de débat potentiel serait super intéressant, tu vois. Ah ben, cette espèce de table ronde avec toi, par exemple, avec Calamine, avec, par exemple, une femme fan de rap qui, pour elle, tout ça lui passe au-dessus de la tête et que elle, ça la dérange pas, et peut-être une autre artiste. Ce serait intéressant, du moment que c'est fait dans le respect et puis... l'intelligence, tu vois. Oui, vraiment. Puis, mais ça serait super intéressant parce que même moi, j'ai essayé de poser cette question-là à, par exemple, une amie à moi qui est cet exemple de femme-là, puis elle m'a pas vraiment donné de réponse à ça. Puis je sais pas si j'ai envie d'aller chercher une réponse, c'est pas à moi de faire un podcast avec elle pour... Ouais, je comprends. Pour à tout prix avoir une réponse, tu vois. Mais elle pense ce qu'elle pense, mais elle fait partie de ces femmes qui écoutent du rap. Donc,
ce serait intéressant de faire discuter ces gens-là. Et ça arrive peu souvent parce qu'on se dit, peut-être que va y avoir... pas des tensions, tu vois, mais peut-être que le débat va être houleux à un moment donné et tout. Mais je pense que c'est intéressant de faire aussi ce... Ben oui, puis je pense en tout cas, je pense que Calamine, elle est dans la même position que moi, de personne quand même capable de discuter très ouvertement de beaucoup de choses tant que c'est dans le respect. Là, je veux dire, moi, à moins qu'on m'attaque personnellement, qu'on m'insulte, je peux discuter de tout. Là, puis je suis très, très ouverte dans la vie. Là, fait que, non, ce serait vraiment fascinant. Ouais. Ouais, ça... Ben oui, puis tu sais aussi, je peux comprendre que comme... Tu sais, moi, je pense souvent à l'art d'un point de vue politique aussi. C'est quoi la portée politique, tu sais, parce que moi, j'ai grandi aussi avec ma vision du monde. Je trouve qu'elle a été façonnée par beaucoup d'artistes. Ouais. Définitivement plus que par d'autres groupes. Tu sais, c'est bête, mais justement d'avoir grandi avec Diams qui disait... comment, tu sais, la chanson Marine, là, qui parle de Marine Le Pen, etc. Tu sais, je veux dire, je savais même pas c'était quoi l'extrême droite, mais je détestais ça. Là, je comprends. C'était comme... je sais que mes opinions politiques aussi ont été façonnées par le fait qu'il y avait des artistes qui défendaient des valeurs qui, pour moi, étaient les bonnes, tu sais. Puis, tu sais, j'adore Medine, j'adore Youssoupha, tu sais, des artistes quand même très rap politique. Tu sais, moi, c'est ça vient me chercher. Mais je peux très bien comprendre qu'il y a des gens, tu sais, qui aiment du rap aussi, et puis c'est mon cas aussi, mais tu sais, qui posent pas ces enjeux-là, puis qui... tu peux rapper de plein de manières, là. Fait que, tu sais, je peux comprendre aussi que toi, des enjeux politiques, c'est pas quelque chose que tu as envie de réfléchir quand tu consommes de l'art. C'est valide aussi. Là, moi, j'adore lier des deux, mais tu sais... Ouais, exact. Je veux dire, je peux le comprendre aussi, là, que c'est pas quelque chose qui... c'est ça. Parle, ouais. Bah oui. Dans ton livre, tu cites quelques initiatives féminines qui apportent leur pierre à l'édifice du hip-hop, la soirée Rime féminine du Théâtre Plaza en 2011. Pourquoi, néanmoins, ces événements sont-ils si peu mis en lumière aussi ? Moi, j'en ai pas trop entendu parler de ces événements-là. Bon, c'est un vieil événement. Il y a eu aussi, je pense, Rapophonie. Oui. Mais pourquoi il y a eu... pourquoi ces événements-là, mettant les rappeuses et les femmes en lumière, genre on en parle moins, ou je sais pas si tu comprends ma question. Mais oui, je comprends ce que tu veux dire. Ou je sais pas si c'est une bonne question aussi, tu sais, genre on peut aussi pas y répondre. Hein, si... Non, mais je peux essayer de donner des éléments. Je pense justement, c'est que quand un monde est particulièrement masculin, je pense qu'il y a quand même de la... Je veux dire, le rap est majoritairement composé d'hommes. Si on regarde du point de vue des artistes, en tout cas, là, parce qu'il y a plein de femmes qui travaillent dans le monde du rap, qui en font partie, mais qui sont des gérantes, qui travaillent dans des labels, etc., qui font des organisatrices d'événements, des choses comme ça. Je pense qu'il y a peut-être un a priori négatif de... vu qu'il y a moins de rappeuses... dont on entend parler, forcément, elles sont moins bonnes. Fait qu'un a priori que ce serait moins bon. Là, la qualité artistique, le talent serait pas là. Ou que ce soit forcé aussi, je pense que on entend ça, mais dans tous les mondes artistiques, un peu de quand il y a une volonté d'inclure les femmes, mais qu'en fait, avant ça, il y a rien vraiment qui a permis d'offrir des vraies opportunités aux femmes avant. Dans le sens... j'essaie de mettre un mot là, sur ce mécanisme-là, mais tu discrimines des gens en permanence, tu fais sentir aux femmes qu'elles ne sont pas légitimes d'écouter du rap. Fait que de base, il y a des femmes qui vont moins écouter du rap parce que d'un point de vue de la socialisation masculine, féminine, ça peut plus ou moins parler. Fait qu'on va orienter les femmes et les hommes différemment vers des choses de la culture puis des arts. Ça, définitivement, c'est une influence. Pour ça que les hommes font du foot puis les femmes font de la danse. Là, si on stéréotype, mais c'est... Je veux dire, la socialisation genrée fait que. Mais après ça, dans les femmes qui se mettent à écouter du rap, là, on va leur faire sentir, puis que c'est ça, elles devraient pas en écouter. Il y en a qui vont quand même essayer d'en faire. Mais là, même ça, c'est comme les femmes, en général, se mettent moins de l'avant, vont moins... l'ego trip, ça va être beaucoup moins bien vu chez une femme d'être, d'être très fière d'elle, d'être badass. Fait que, ça demande tellement d'épreuves, puis de... Fait que je pense qu'en bout de ligne, il y a moins d'artistes de femmes qui rappent, ça c'est certain. Fait que je pense qu'il y a un a priori négatif, de comme, elles doivent pas être aussi bonnes. Fait que j'imagine que ça doit jouer, dans la volonté des gens de se déplacer puis d'aller dans des événements. Après, je pense que
des fois, c'est qu'aussi, je pense, c'est pas le cas de rime féminine, mais je pense, des fois, c'est mal fait. C'est-à-dire que des fois, on va, puis même les rappeuses, ça les énerve quand on les met toutes ensemble, tu sais. Ouais. Comme si, parce qu'elles étaient des femmes, elles avaient quelque chose en commun, là. Exact. Donc, des fois, je pense aussi, c'est comme, il y a quelque chose de maladroit, des fois, dans comment ça va être fait. Justement, on va plus les associer à « Ah oui, mais tu fais du rap de femmes ou du rap féminin. » Il y a beaucoup de gens qui sont contre cette catégorie de rap féminin. Fait que c'est ça, je pense qu'il y a beaucoup d'enjeux de vouloir justement être un rappeur comme tout le monde un peu, là, même si on est une rappeuse. Donc de pas vouloir être associé à des événements justement qui mettent l'avant sur le fait on est des femmes artistes. Ouais, exact. On est des femmes rappeuses, ouais. C'est ça, on est des femmes. Fait que je pense aussi qu'il y a de la résistance même des artistes de ce point de vue-là. Je m'étais posé la question suite aux 3 volumes qu'il y avait eu du projet Rappel. Là. Je sais pas si tu avais entendu parler de ça. Ça me dit de quoi? Tu vois, c'est tellement tombé dans l'oubli. Pourtant, il y a eu un travail monstre fait. Oui. Je me rappelle plus quel label à Montréal a fait ça, mais il y a eu 3 albums Rappel. Et c'était que des femmes mises ensemble sur des chansons avec des vidéoclips et tout. Puis il y a eu un travail monstre quand même à faire parce que dans le travail des agendas, prendre toutes ces artistes femmes-là, puis les mettre ensemble, leur faire des vidéoclips, des concerts, pour au final que ça retombe un peu comme un feu de paille, puis qu'on n'en entende plus parler, quoi, tu vois. Donc, je m'étais souvent posé cette réflexion-là par rapport à tout le travail monstre qu'il y avait eu en amont de ces 3 projets-là, qui au final, vont-ils rester dans les esprits des gens, tu vois? Est-ce que les gens vont s'en souvenir comme une initiative faite pour les femmes? Parce que, tu sais, en quoi les normes liées à la féminité rendent-elles les carrières des rappeuses plus incertaines que celles des rappeurs? Alors, grande question encore, mais c'est toutes des questions qui sortent de ce livre-là. Ouais. J'aime beaucoup un texte à la page 28 de ton livre. Je ne sais pas si je peux en lire un petit passage. Ben oui. Si je peux en lire un petit passage. En se distinguant de la norme pensée comme masculine, les rappeuses reçoivent une visibilité médiatique accrue vis-à-vis des rappeurs et sont ainsi plus à risque d'être visées par la critique. Leur légitimité artistique peut même en venir à être contestée. On leur porte une attention particulière, mettant l'accent sur leur corps plutôt que sur leur art. Leur apparence physique se retrouve ainsi passée au crible dans un contexte où les normes de genre qui pèsent sur les femmes sont à la fois contraignantes et contradictoires. Elles doivent être féministes sans jamais être trop sexy, être sûres d'elles. Ça, c'est aussi le truc de la rappeuse. Il faut que ce soit une femme forte. Forte, quoi, qui sait où elle va, qui est limite une auto-entrepreneuse. Tu vois. Donc, elles doivent être féministes, mais jamais être trop sexy, être sûre d'elles tout en restant humble et être désirable pour les hommes sans exprimer leur désir sexuel. L'attention portée sur leur corps s'exerce aussi bien à travers les discussions médiatiques que par le biais des producteurs-trices musicaux qui financent les différents projets artistiques. Puisqu'elles sont soumises à davantage de normes reliées à la féminité, les carrières des rappeuses montréalaises sont plus incertaines et plus difficiles à maintenir que celles des rappeurs. Déjà que la carrière d'un rappeur à Montréal puis au Québec, le plafond, il est là. Ouais, tout à fait. Fait que c'est ça, je me posais cette question-là. Oui, ben en fait, ça, c'est tout le travail. Il y a une thèse de doctorat qui a été faite, sur vraiment le fait de lier l'étude du rap et les études de genre. Il y a un autre travail qui a été fait avant mes recherches, vraiment au Québec. Là. Après, il y a plein d'autres recherches dans d'autres contextes qui ont été faites là-dessus. C'est la thèse de Claire Le Sachet qui, justement, s'intéresse au parcours des rappeuses. Et justement, elle a un peu mis ça en lumière dans sa thèse. Puis en fait, je la cite beaucoup dans ce chapitre-là. Claire Le Sachet, donc, qui a montré que pour les femmes, c'est particulièrement compliqué parce que, en fait, c'est qu'il faut naviguer une norme, mais qui est quasiment impossible à naviguer, entre il faut être féminine, mais pas trop. Mais ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les autres styles de musique. Ouais, bien sûr. En fait, si t'es trop sexuel, de manière générale, c'est très mal perçu. Et de manière générale, les femmes, mais ça peut être dans les mondes politiques, peu importe,
on va leur poser des questions plus sur la forme que sur le fond. Donc, c'est très difficile vraiment que les gens nous posent des questions sur le fond là, de ce que les personnes font. Après, je trouve que c'est beaucoup des enjeux transversaux à tous les mondes artistiques et aux femmes en général. Mais juste la question des grossesses, on le sait très bien, quand les femmes tombent enceintes, elles ont tendance à avoir des moments de pause qui sont des pauses dans leur carrière ou à abandonner leur carrière, ce qui n'est pas le cas des hommes. Donc, il y a quand même beaucoup des choses dans la structure familiale, les normes de genre de qui va prendre le congé de travail, qui va mettre sa carrière de côté. Donc, c'est souvent les femmes qui se retrouvent à le faire. Donc, oui, le désir d'être maman, souvent, est mis comme en contradiction ou mis en parallèle. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve de manière systématique chez les femmes artistes. Tout le monde musical confondu. Et oui, c'est ça, particulièrement, je pense, dans le rap, c'est les normes de sexualité sont plus difficiles à naviguer parce que les femmes ont tendance à justement être hyper sexualisées dans le rap, en tout cas plus qu'ailleurs ou différemment. J'aurais du mal à me prononcer pour dire ça de manière exacte. Fait que c'est quelque chose que on m'a rapporté, là, mais c'est que, en fait, vu que c'est un monde majoritairement masculin, si tu rentres dans des dynamiques de cruise, t'es foutu. En gros, c'est un peu ça qu'on m'a fait comprendre quand j'ai discuté avec des femmes qui ont évolué dans le monde du rap. J'avais fait comme un peu des entretiens, essayer de comprendre ces enjeux-là. Puis ça demande vraiment une compréhension très fine de comment les hommes vont se soutenir entre eux dans ces situations-là. Fait que il faut absolument pas que tu rentres dans des rapports de séduction, de ce que j'ai compris des carrières des rappeuses. Mais en même temps, il faut jouer de ça, puis il faut être sympathique. En tout cas, fait que c'est un peu compliqué. Ouais. Mais ça, je pense, en vérité, j'imagine que les femmes qui travaillent dans des gros labels, enfin, peu importe, je pense que il n'y a pas que les rappeuses du tout qui sont touchées par ça. Mais oui, faut marcher sur une ligne. Là. C'est comme si tu marchais sur un fil dans le vide, puis il ne faut pas que tu tombes des deux côtés. Si tu tombes d'un des deux côtés, ça se peut que ta carrière soit foutue. Là. Donc, c'est très mal vu d'avoir des aventures. Mais ça, bon, c'est quand même quelque chose qu'on entend dans les autres mondes artistiques. Là, les hommes, ils vont me dire elle, de toute façon, elle a cruisé tous les gars, on le sait, elle a couché avec la moitié des artistes. Puis c'est hyper mal vu, alors que un homme va jamais être dévalorisé pour le nombre de rapports sexuels. Le partenaire qu'il y a eu, c'est pas du tout un enjeu. Mais pour les femmes, c'est tellement un enjeu dans ta valeur en tant que personne. Genre, tu peux tellement être facilement réduite à ça que c'est hyper... ça demande de naviguer, puis c'est très compliqué, tu sais. Fait que moi, j'ai une analyse, là, mais c'est une hypothèse de recherche. Puis c'est quelque chose que j'ai l'impression va peut-être s'avérer vrai. Mais c'est que les femmes qui s'en sortent le mieux, c'est soit les sœurs de quelqu'un. Quand t'as ton frère pour te protéger, là, t'es quand même good. Puis quand j'ai commencé un petit peu à essayer de faire une map de comme, OK, c'est qui les femmes en ce moment dans le monde du rap qui sont actives au Québec? Là, assez vite, je suis comme, mais elle, c'est la blonde de tel artiste, en fait. Tu sais, bon. En fait, finalement, elle, c'est la femme de... c'est la sœur de, tu sais. Puis là, j'étais comme, OK, mais y en a-tu une qui est juste arrivée comme ça, puis que c'était pas la sœur ou la... Parce qu'en fait, il y a comme... J'ai l'impression dans ces situations-là, tu sais, les hommes vont un peu être comme, c'est ma sœur, tu la touches pas. Tu sais, il va y avoir comme un truc qui va la rendre, genre, protégée. Les hommes vont pas parler mal d'elle. Ou vont pas essayer de la cruiser parce que c'est la sœur de tel gars, fait qu'il fait pas ça, tu sais. Fait que c'est souvent des femmes qui arrivent à naviguer dans ces mondes-là, en tout cas avec moins de difficulté. Ou sinon, c'est des personnes qui sortent de l'hétérosexualité. Puis si tu regardes, mettons, en ce moment, genre les rappeuses, même pas que les rappeuses, les chanteuses en France, là, sont toutes lesbiennes. C'est impressionnant quand tu regardes là, les plus connues, là, Zao de Sagazan, toutes les femmes là, qui, comme, tu regardes, toutes lesbiennes, genre Angèle et tout, c'est fou. Là. Fait que tu te dis, bon, clairement, ça, c'est quand tu sors de l'hétérosexualité et que donc là, tu peux être un peu one of the boys. C'est Calamine, c'est ça. Marigold, justement, dans un feat avec Calamine, elle dit ça. Elle dit les rappeuses lesbiennes n'ont pas ce problème-là, justement, de naviguer. Marigold, au moins, c'est elle qui a mis sa carrière en pause. Oui, c'est ça. Et c'est pas quelqu'un. C'est elle qui a dit je prends un break. Ouais. Foutez-moi la paix. Mais c'est ça, là, elle a comme une chanson qui s'appelle Maison de Dix, Marigold. Puis justement, il y a Calamine là-dessus. Puis elle a dit Calamine m'a dit que je pouvais le dire. Là, mais c'est vrai, quand j'avais entendu ça, j'avais dit c'est frappant. Quand tu regardes, là si tu sors de l'hétérosexualité, puis il n'y a plus les rapports de séduction en jeu, en général, ça se passe vraiment mieux pour les artistes. En tout cas, si on se fie
Mais ça reste de l'hypothèse. Non, c'est un bon début de réflexion. Mais définitivement, je pense que c'est comme... Ou c'est ça d'être la sœur, ou d'être mariée à quelqu'un, ou d'être en couple, mais très solide là, avec quelqu'un. Ouais. De ce monde-là. Et tout, là. C'est, c'est bon. Là, t'es good. Ouais. Mais ouais, sinon, c'est bonne chance là, quand même, là, pour réussir à naviguer ça. Là. Ouais, exact. Bah écoute, on va arriver aux petites questions bonus de la fin. Ouais. Merci déjà d'avoir accepté. Ça fait plaisir, merci à toi pour l'invitation. De rien, ça me fait vraiment plaisir. Achetez-le, lisez-le, écrivez dedans comme moi. Ouais. Appropriez-vous-le. Et voilà, Les Reines de la Ville, essai sur le féminisme et l'amour du rap aux éditions Somme Toute. Donc voilà, merci d'être venu dans ce podcast et on va finir par des petites questions plus légères. Quoi, génial. C'est vrai que c'est un sujet. Ouais. Y a-t-il un livre jeune qui t'a marqué ? On a parlé de disques là tout à l'heure et là maintenant je vais encore te demander de creuser dans ta mémoire. C'est un livre quoi. Ça va peut-être faire bizarre, mais un des livres qui m'a beaucoup marqué, c'est Lolita de Vladimir Nabokov. Ok. Qui est un livre qui avait... Mais tu sais, en vrai, je me souviens pas du texte, mais je me souviens vraiment l'avoir lu. Je sais pas si tu vois ce que c'est, Lolita. C'est un livre... c'est assez terrible, mais ça a été écrit dans le but de dénoncer. Puis finalement, la Lolita, c'est comme devenu un peu... en tout cas, bref, un symbole complètement différent de la volonté de l'auteur à la base. Là, mais la Lolita italienne, un peu. Oui, puis c'est ça, c'est comme devenu autre chose. Là. Mais dans le livre, en fait, c'est un homme, c'est un pédophile qui raconte sa relation avec une jeune fille. Là. C'est vraiment très particulier. Mais c'est un livre qui m'avait vraiment marqué. Quand j'étais jeune, c'est comme le premier truc qui m'est venu en tête, mais c'est magnifiquement écrit, mais c'est un livre très dur à lire. Que tu as lu jeune? Ouais, j'ai quand même lu ça quand j'avais peut-être 15-16 ans. Eh boy, violent quand même. Ouais, mais je pense, tu sais, le rap et tout, tu sais, j'écoutais, genre les œuvres qui m'interpellaient, c'était quand même des choses qui parlaient de sujets vraiment durs. Après, comme beaucoup de gens, là, mais tu sais, Virginie Despentes, King Kong Theory, bon, c'est des livres qui m'ont marqué. J'aime beaucoup aussi Annie Ernaux, comme une autrice française, Mémoire de fille, j'avais beaucoup aimé ça. En tout cas, elle a écrit plein de livres vraiment géniaux, Annie Ernaux, mais je l'aime beaucoup. Delphine de Vigan, j'aime beaucoup ce qu'elle fait aussi. Puis, il y a un auteur que j'aime beaucoup, mais là, finalement, il m'a déçue. Mais qui s'appelle Nicolas Mathieu, qui a écrit leurs enfants après eux, qui avait gagné le prix Goncourt il y a quelques années. J'avais adoré, mais c'est un des livres que, mettons, j'ai vraiment dévoré. D'accord. Puis là, en tout cas, récemment, il est comme sorti dans l'espace médiatique pour essayer d'avoir du bif avec Kev Lambert, qui est comme un super auteur québécois. Bref, il m'a vraiment déçu. Mais c'est ça. Je parlais un peu de tout et n'importe quoi. Non, c'est parfait de donner des références. Ouais. On sait jamais. 3 albums de cœur. 3 albums de cœur. Je dirais, dans ma bulle de Diam, ça fait partie des albums que j'ai le plus écoutés. Peut-être des choses plus récentes. Ouais. Je pense ça, il n'est pas encore sorti, mais Les Miracles n'existent pas de Ben PLG, je pense que ça va devenir un album de cœur. J'adore Ben PLG. En tout cas, la chanson est incroyable. En fait, je suis assez pourrie pour me rappeler du nom des albums. C'est ça aussi qui est dur avec moi. Là. Mais peut-être l'album de La Fève, je pense que c'est 24. Ouais. C'est quand même un album que j'aime énormément. Damso, j'aurais du mal à choisir un album, mais ça fait définitivement partie de mes artistes de cœur. Après, par rap, Niagara, l'album avec les flammes là-dessus. Là. En tout cas, ça, c'est un album de cœur aussi. Ouais. En tout cas, je suis un peu partie dans tous les sens. Non, mais c'est parfait. Naya Ali ou Bakwash? Oh. Bakwash. Marigold ou Calamine? Calamine. Megan Thee Stallion ou Sad Boy? Megan Thee Stallion. Salt and Pepper ou TLC? Là, c'est plus vieux. Je sais pas si tu... Je dirais Salt and Pepper. Salt and Pepper. Meryl ou Chilla? Meryl. Nicki Minaj ou Lauryn Hill? Lauryn Hill. Ok.
Parfait. Merci Zénaïde. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.